Alors, il y a en fait deux sujets dont je vais traiter, qui sont, c'est dans le titre, d'une part le biomimétisme, l'imitation des matériaux naturels, et d'autre part les nanomatériaux. Alors, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour le plaisir d'aborder deux sujets que j'ai choisi de faire ça, mais c'est parce que ces deux sujets sont très étroitement imbriqués, et je vais essayer de montrer justement en quoi ils sont imbriqués, en quoi le biomimétisme d'une part et la science des nanomatériaux d'autre part correspondent à deux courants assez importants de la science des matériaux actuellement, dont je vais essayer d'expliquer les raisons, le pourquoi et le comment. Et puisqu'il fallait choisir une trame entre les deux, j'ai choisi celle du biomimétisme, et je viendrai à un certain moment dans ma présentation greffer une approche des nanomatériaux. Alors le plan sera le suivant. Biomimétisme en sciences des matériaux, pourquoi cette démarche biomimétique et comment ça marche. Et puis je donnerai quelques exemples qui nous montreront finalement que les chimistes, et quand j'emploie le mot chimiste ici, il est à prendre vraiment au sens général, ce n'est pas du tout pour faire de l'ostracisme et de la catégorisation entre disciplines, mais le chimiste, c'est celui qui joue sur la matière et qui la fabrique, ça peut aussi être un physicien. Les chimistes sont mis à l'école de la nature par cette question des nanomatériaux, des matériaux biomimétiques. Et je conclurai. Alors pourquoi le biomimétisme en sciences des matériaux? Et c'est parce qu'il y a quelque chose évidemment d'intéressant et de spécifique aux matériaux du vivant. Et je vais passer quelques minutes à montrer ce qui caractérise les matériaux du vivant par rapport, sous-entendu, aux matériaux que l'on produit aujourd'hui dans les laboratoires ou industriellement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de caractéristiques, ces matériaux du vivant? Je crois qu'on peut distinguer trois grandes caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont autonomes. Et ça fait la différence entre une table en bois, par exemple. Ils sont autonomes, ils sont adaptatifs, ils s'adaptent. On peut penser à nos muscles, à notre cristallin. Ce sont des matériaux qui sont capables de présenter au moins deux états différents, voire plus. Le muscle entre un état tendu et un état relaxé. Leur principale caractéristique, peut-être, c'est qu'ils s'autofabriquent, c'est-à-dire qu'ils ont built-in dans les gènes les recettes de leur autofabrication. Et puis, la troisième caractéristique qu'on aimerait bien pouvoir imiter, et j'en montrerai simplement un exemple, c'est qu'ils sont capables de s'auto-diagnostiquer et de s'auto-réparer. Alors aujourd'hui, ce programme, adaptabilité, autofabrication, autodiagnostic, autoréparation, c'est un peu un Graal en sciences des matériaux, et je montrerai quelques exemples de réalisations très, très modestes dans ces directions-là. Leur deuxième caractéristique, c'est la diversité. Et la troisième, c'est l'optimisation. Et ça, on peut dire que c'est le résultat de l'évolution, finalement, qui teste en permanence des nouvelles solutions, d'où la diversité, et puis qui en sélectionne certaines qui sont meilleures que les autres, et ça, c'est l'optimisation. En ce qui concerne la diversité, je vais donner un exemple qui est celui des couleurs, qui va montrer le grand nombre de solutions différentes que la nature a trouvées, a explorées pour faire des couleurs. On peut en effet trouver des couleurs qui sont des couleurs chimiques, et ça, ce sont des molécules dont on comprend maintenant très bien pourquoi, par exemple, le carotène donne sa couleur orange aux carottes. C'est une molécule qui possède une chaîne conjuguée, et on comprend très bien par la physique pourquoi c'est l'orange qui se dégage comme couleur, et on connaît évidemment aussi la chlorophylle, qui, elle, fonctionne davantage comme un pigment et donne la couleur verte à la plupart des plantes. Mais il existe également des couleurs qu'on peut qualifier de physiques. Et ce sont des couleurs basées sur les interférences et sur la diffraction de la lumière. Et une bonne façon de se convaincre qu'une couleur est physique, c'est de plonger l'objet en question dans un liquide d'indice différent, évidemment différent de l'air, un indice de 1, et la couleur change. Et ce qui montre bien que cette couleur est le résultat de l'optique et pas de la chimie. Si on considère cette aile de papillon, par exemple, c'est Morphomelaenaeus, qui est un papillon de la jungle brésilienne, qui a un très beau bleu, très clair, très lumineux. Eh bien, si on plonge ce papillon dans un liquide d'indice optique égal à 1,5, il perd toutes ses couleurs. Et ça, c'est l'indice qu'en fait, il est lui-même fait d'un matériau d'indice n égale 1,5, qui est en l'occurrence la chitine. Et dans un milieu d'indice intermédiaire, 1,4, eh bien, il se comportera, enfin, il donnera
une belle couleur verte. Donc ça, je l'ai dit, c'est le jeu des interférences et de la diffraction de la lumière. Et on peut comprendre, en explorant la structure des ailes de ce papillon, que la nature a privilégié la réalisation, l'architecture de structures à plusieurs tailles caractéristiques différentes qui vont de l'échelle macroscopique, celle des 50 microns. Je vais prendre un pointeur. À 50 microns, où on trouve des écailles qui ont un rôle davantage de support et de mécanique. Quand on augmente le grossissement, on descend à l'échelle du micron et à l'échelle de la centaine de nanomètres, et on voit des structures qui sont des structures régulières et qui font penser à un réseau au sens de l'optique. Et c'est l'interférence de la lumière sur les réseaux qui sont représentés ici qui donne la couleur au papillon. Alors on peut même aller plus loin, et des gens, en particulier Serge Berthier à l'Institut des nanosciences de Paris, ont montré qu'il y a une sous-structure encore plus petite, faite d'alternance, vous voyez, un peu en quinconce, comme ça. C'est les parois de ces réseaux qui sont formés de cette façon-là, qui donnent des effets de polarisation de la lumière qui, paraît-il, jouent un rôle assez important dans la communication des papillons entre eux. Mais je ne sais pas si c'est des choses qui ont été bien documentées. Donc, exemple de diversité, la couleur. Les matériaux du vivant sont aussi optimisés, et c'est probablement les propriétés mécaniques qui nous en donnent les plus belles illustrations. Par exemple, si on s'intéresse à l'ormeau, qui est un coquillage aujourd'hui un peu en voie de disparition, mais qui possède, comme beaucoup de coquillages, une coquille très résistante sur le plan mécanique. Cette coquille est faite de carbonate de calcium, comme la plupart des parties inorganiques des matériaux naturels. En fait, on trouve deux grandes catégories qui sont la silice, dont sont faites les diatomées par exemple, et puis le carbonate de calcium, dont sont faits la plupart des coquillages. Eh bien, on prend conscience très rapidement, encore une fois en explorant la structure, à des échelles qui sont ici de l'ordre du micron et submicronique. Eh bien, on prend conscience en fait qu'il ne s'agit pas de carbonate de calcium monolithique, ce n'est pas un bloc de carbonate de calcium, mais ce sont des plaquettes qui sont superposées les unes aux autres et qui sont séparées les unes des autres par une colle organique qui est constituée pour l'essentiel des protéines qui ont servi à faire croître les plaquettes. Cette colle organique donne une résistance importante à la propagation de fissures. Et c'est ça qui définit la ténacité, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a à casser ces matériaux. Et on peut montrer sur des expériences tests que là où l'aragonite, qui est la forme cristalline en question du carbonate de calcium, aurait une résistance mécanique à peine de 10, eh bien la coquille d'ormeau, pourtant faite de carbonate de calcium à 97%, a une résistance mécanique de l'ordre de 90. Donc c'est la structure et c'est cet aspect composite minéral organique, qui explique le phénomène. Nos os aussi sont des composites minérales organiques, puisqu'on trouve dans nos os des fibres de collagène et puis des nanocristaux d'hydroxyapatite qui sont représentés ici. Et on a, grâce à cela, d'une part la souplesse des os grâce à la partie organique, et puis leur résistance à la rupture, qui est quand même relativement importante, grâce à la partie minérale. Une autre notion importante, c'est le caractère multi-échelle. Si on s'intéresse par exemple à la structure du bois, représentée ici, eh bien, la brique de base est toujours la même. Ce sont des chaînes de cellulose qui se distribuent dans une matrice d'hémicellulose où il y a également la lignine. Il y a trois composantes essentielles dans le bois qui sont la cellulose, les fibres, la matrice amorphe de cellulose et la lignine.
eh bien, partant de ces briques élémentaires, on trouve par un jeu d'organisation qui concerne vraiment toutes les échelles. Il y a 10 ordres de grandeur entre la taille de ces molécules et la taille de l'arbre. Eh bien, des façons différentes, géométriquement différentes, à partir de ces microfibres, de créer des fibres un peu plus grosses, qui elles-mêmes s'ordonnent suivant des macrofibrilles, qui elles-mêmes s'organisent les unes par rapport aux autres pour former les cellules du bois. Le bois est un matériau cellulaire. Et tout ça jusqu'à l'échelle macroscopique. Et le résultat de ça, c'est que grâce à ces géométries différentes, eh bien, on trouve aussi bien le chêne que le roseau, chacun ayant évolué en fonction de l'habitat dans lequel il se trouve et de ses propres caractéristiques géométriques, mais l'un étant très flexible, l'autre au contraire étant très rigide. Donc, diversité, encore une fois, et optimisation. Des composites, des matériaux multi-échelles. On trouve naturellement des composites multi-échelles. L'exemple qui est représenté ici est celle de Strombus gigas. Donc c'est une grande coquille qui peut faire 80 cm de dimension. Et quand on s'intéresse à la structure de cette coquille, elle est représentée ici à des échelles qui diffèrent par un facteur 10 entre elles. Donc on a 500 microns, 50 microns, 5 microns, 500 nanomètres. On croit voir la même chose suivant à tous ces grossissements. Donc il y a une notion de self-similarité, d'autosimilarité là derrière. On retrouve également, comme dans l'ormeau, des lamelles, et ce sont également des lamelles faites de carbonate de calcium, séparées là aussi par des protéines. Mais ce qui est ajouté ici par rapport à l'ormeau, c'est bien ce côté multi-échelle qui fait qu'une fissure tentant de se propager va devoir contourner des tout petits obstacles, eux-mêmes décorant des obstacles de taille plus importante, eux-mêmes décorant des obstacles de taille plus importante, etc. Donc on a un parcours finalement quasi infini pour une fissure qui cherche à se propager dans ce système, et c'est à l'origine de sa très grande ténacité. Et puis, il y a l'optimisation des structures fonctionnelles. Il n'y a pas que la mécanique, évidemment, qui compte dans les matériaux du vivant. Il y a les fonctions. Et je pense que la meilleure illustration de ces structures multifonctionnelles, eh bien, c'est la membrane cellulaire, puisqu'il y a à la fois le côté mécanique qui est représenté grâce à cette double couche d'organolipides, mais qui inclut des protéines qui apportent les fonctions. Donc on trouve des protéines transmembranaires, par exemple, qui assurent le transfert des ions, ou des protéines sélectives, etc. Donc le matériau naturel par excellence, on pourrait dire, est représenté par cette figure, où sont conjugués les différents aspects dont j'ai parlé, à la fois en termes de fonctionnalité et puis de propriétés mécaniques, et puis également les différentes briques de base de tailles différentes, puisque ces molécules font à peu près 1 nanomètre de dimension, alors que les protéines sont plutôt de l'ordre de 100 nanomètres environ. Donc voilà pourquoi, parce qu'ils sont adaptatifs, parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils sont très diversifiés, donc représentent toute une famille dans laquelle on va pouvoir aller explorer, et parce qu'ils sont optimisés, voilà pourquoi on s'intéresse aux matériaux du vivant. Alors maintenant, comment ? En quoi consiste la démarche biomimétique en sciences des matériaux? Je crois qu'on peut la résumer en trois phases. La première, évidemment, c'est de repérer un comportement remarquable, c'est-à-dire, par exemple, pourquoi l'ormeau a une coquille aussi résistante, pourquoi certains vitrages de nénuphars, feuillages de nénuphars, feuilles de nénuphars ne sont pas mouillés par l'eau. Donc comportement remarquable. Ensuite, comprendre, et en général l'explication vient de la relation structure-propriété, comprendre pourquoi ça marche comme ça. Et enfin, dans un dernier temps, imiter cette structure-là en utilisant les recettes de la chimie. Et utiliser les recettes de la chimie, c'est soit utiliser les recettes de la chimie qu'on connaît déjà, soit inventer une nouvelle chimie qui elle-même va s'inspirer de ces matériaux du vivant. Et ça, c'est la deuxième partie de ma présentation. Tout ça, évidemment, pour fabriquer des matériaux durables, des matériaux, les fabriquer de façon suffisamment rapide, parce qu'il y a un inconvénient des matériaux du vivant, c'est qu'ils mettent du temps à se fabriquer. Ça se compte en jours au minimum et souvent en années.
et à des coûts acceptables. Donc finalement, on voit que la nature, c'est d'une part une source d'inspiration, mais c'est aussi un modèle à challenger pour les chimistes. Comment faire aussi bien, comment faire mieux. Et je vais maintenant montrer quelques exemples de réalisation. Alors, vous serez probablement déçus, il n'y a pas d'objet très miraculeux encore, mais il y a des tentatives. Voici par exemple, dans le domaine de l'optique, ce qu'on appelle les cristaux photoniques. Donc les cristaux photoniques sont, comme le nom l'indique, des cristaux, en ce sens qu'ils sont l'assemblage périodique d'un même motif de base, ici des nanosphères de latex revêtues de sulfure de zinc pour avoir un bon contraste d'indice de diamètre 500 nanomètres. Donc des cristaux, et puis photoniques parce que ce sont des cristaux qui jouent pas avec les rayons X, parce qu'ils ne sont pas du tout à l'échelle des rayons X, mais qui jouent avec la lumière parce qu'ils sont à l'échelle de la lumière. Et quand on assemble de cette façon-là ces nanosphères de latex, eh bien, on peut obtenir des couleurs qui pourraient être tout à fait des couleurs de papillons, l'origine en étant la même, et étant justement des effets d'interférence sur ces différentes sphères assemblées les unes aux autres de façon régulière. Deuxième exemple, j'ai rapidement mentionné, c'est celui que j'appelle le pare-brise anti-pluie. Hein. C'est un exemple réel, celui-là, qui pourrait être un exemple de produit industriel. Simplement, ce produit-là, pour des raisons diverses, n'a jamais été mis sur le marché. Mais on retrouve bien, et la genèse de l'histoire est bien celle que j'ai indiquée, on retrouve bien les trois étapes, c'est-à-dire l'observation d'un comportement étonnant. Ici, le fait que certains feuillages ne sont pas mouillables par l'eau. On en voit deux exemples ici, un nénuphar, ici une plante qui s'appelle la misère, que je ne connais pas d'ailleurs par ailleurs, mais qui ont ce comportement caractéristique, en tout cas, que l'angle de contact d'une goutte d'eau posée sur le feuillage est largement supérieur à 120 degrés. Or, 120 degrés, en théorie, c'est la limite pour en ce qui concerne le mouillage d'une surface plane par une goutte d'eau. La chimie, la physico-chimie nous indique qu'un angle de contact ne peut pas être supérieur à 120 degrés. Alors pourquoi 140 degrés ? Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de faux dans ce que j'ai indiqué, et ce qui est faux, c'est la platitude, le caractère plat de la feuille. En effet, ces feuilles non mouillables sont structurées et composées de reliefs. La dimension de ces reliefs ici est de l'ordre de 10 microns environ, donc là on n'est pas dans le domaine nanométrique. Et quand on voit ça, quand on voit ces photos, ces images prises au microscope électronique à balayage, eh bien on comprend tout. On comprend que la goutte ne repose pas sur le plan, mais repose sur des aspérités de ce plan. Et c'est ce qui explique que l'angle de contact est bien supérieur à 120 degrés. Donc, au moment où je travaillais chez Saint-Gobain, on a voulu faire la même chose sur des vitrages. Simplement, pour des vitrages, il faut avoir une propriété supplémentaire, c'est qu'il faut continuer à pouvoir voir au travers. Donc, pour ça, il faut travailler dans le domaine sub-longueur d'onde et être capable de reproduire, mais à des échelles nanométriques, ce qui ici est à l'échelle micrométrique. Donc, c'est quelque chose que nous avons pu réaliser et obtenir des vitrages structurés de cette façon-là. Vous voyez qu'on est à l'échelle de quelques centaines de nanomètres. On a ces aspérités qui sont tout à fait inspirées de la feuille de nénuphar. Et quand on pose une goutte d'eau, eh bien, l'eau ne mouille pas du tout. On a un angle de contact de 180 degrés. On peut même s'amuser. Je vais vous montrer, je n'hésite pas à la tentation de vous montrer ici la vidéo tournée par David Quéré, votre conférencier de la semaine dernière, d'une goutte d'eau qui rebondit et qui essaie désespérément de mouiller cette surface et qui n'y arrive pas. On va avoir la même chose à une cadence à une vitesse de prise de vue plus élevée. Et on voit cette goutte d'eau qui ne s'accroche absolument pas à la surface. J'en ai même une vue à échelle de temps plus faible encore. On voit cette goutte qui s'écrase, qui se déforme complètement, qui donne cette structure en pyramide aztèque là, assez extraordinaire, et puis que rebondit. Alors,
En passant, c'est un très bel exemple de vérification du principe de conservation de l'énergie, puisqu'on a cette énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique, en énergie de surface, et puis qui est restaurée et qui rebondit à son état presque sans perdre d'énergie. Troisième exemple, l'adhésion. Donc on trouve d'une part de l'inspiration dans la chimie des adhésifs. Je ne vais pas l'illustrer ici, mais c'est une démarche très très intéressante de s'inspirer de la chimie, en particulier par exemple des moules ou de toutes les espèces sous-marines qui réussissent à coller sous l'eau. Ce qu'on ne sait pas faire en général, enfin, quand on a une petite expérience de bricoleur, on sait que c'est difficile. Donc il y a beaucoup de chimistes qui travaillent sur des voies de synthèse de colle bio-inspirées par la chimie. Mais là, ce n'est pas la chimie que je vais discuter, c'est davantage le côté mécanique et physique, en prenant cet exemple du gecko, hein, qui est un lézard, merci. Un petit lézard qui grimpe au mur et même au vitrage. Et on comprend, là encore, la réponse est dans la structure, à toutes les échelles, 75 microns, 20 microns, 1 micron, que les doigts de ce lézard, l'extrémité des doigts de ce lézard sont faites de nanospatules ici. Et on a compris par ailleurs en sciences de l'adhésion que ce qui permet à un objet d'être bien fixé, de donner une adhésion importante, c'est la dissipation d'énergie. Et la dissipation d'énergie va être plus facile à obtenir, va être surtout plus importante dans les nanostructures de ce type-là que si c'était une structure monolithique. Donc, une fois ça compris, il n'y a plus qu'à réaliser la voie faite au laboratoire et ça marche très bien. Donc, à des échelles qui sont là aussi nanométriques. Toutes ces structures laminées dont j'ai parlé avec le coquillage donnent des idées d'inspiration et dans le domaine des composites, on a pu développer des blindages légers de cette façon-là par des alternances de couches titane-aluminium qui finalement, après traitement thermique, donnent du titane et du titanate d'aluminium qui ont, si l'interface est bien optimisée, puisqu'on l'a compris avec l'exemple de l'ormeau, finalement, toute la recette, elle est dans cette interface de colle. Alors ici, ce n'est pas une colle, c'est une interface minérale, une interface métallique même, mais si la dissipation mécanique existe à cette interface, eh bien, ça va se comporter comme un très bon blindage. On a ici une vue d'une radiographie d'une balle, enfin d'un projectile en tout cas, qui a été arrêté au bout d'un parcours de quelques centaines de microns dans ce composite. Et puis les composites multi-échelles donnent évidemment des idées. D'autant que nos composites, quand je parle de nos composites, je veux dire les composites industriels, ceux dont on fait la plupart des objets qui nous entourent aujourd'hui, sont bien des composites. C'est-à-dire que cette première leçon avait déjà été comprise. Ce sont des micro-objets, ici des fibres de verre, dispersées dans une résine de polymère. Et les propriétés mécaniques sont réglées, là encore, par les propriétés mécaniques de l'interface, c'est-à-dire par l'adhésion entre les fibres et la matrice. Mais, jusqu'à présent, on s'est limité à des objets tous de même forme et de même taille, des fibres, qu'elles soient en verre ou en carbone, de 10 microns de diamètre environ, alors qu'on l'a vu, la nature exploite toutes les gammes. D'où l'idée récente, relativement récente maintenant, d'ajouter à ces renforts micrométriques des renforts nanométriques, par exemple sous la forme de nanoplaquettes d'argile. On sait faire à partir des argiles naturelles, qui sont des matériaux de structure cristallographique lamellaire. Eh bien, on sait séparer les lamelles les unes des autres et obtenir des nanolamelles d'une dizaine de nanomètres d'épaisseur environ. Et en principe, je dis en principe parce que je n'ai pas vu encore de résultats complètement convaincants, mais si on ajoute des renforts à l'échelle de 10 microns et des renforts à l'échelle de 100 nanomètres, eh bien, on doit améliorer les propriétés mécaniques. Donc, voici qui situe le cadre et qui montre les questionnements et les sources d'inspiration qui se présentent aux chimistes, encore une fois pris ici dans un sens extrêmement large. Et on peut dire que par
l'observation et la compréhension des matériaux naturels, des matériaux du vivant. Ils sont mis en quelque sorte à l'école de la nature. Et je vais montrer quelques exemples de thèmes de recherche que cela inspire et de thèmes de réflexion et de progression sur le plan scientifique. Alors, il y a évidemment les nanomatériaux, parce que vous l'avez vu dans tous les exemples que j'ai donnés, ou presque, eh bien, l'organisation, la structure de la matière, elle est au moins en partie à l'échelle nanométrique. C'est donc bien qu'il y a derrière les nanomatériaux des idées à prendre et des concepts certainement à généraliser. D'où cette incursion dans le monde des nanomatériaux. Alors, pourquoi fait-on des nanomatériaux? Donc, vous savez que c'est une tendance qui remonte à au moins une vingtaine d'années, quand on prend comme date de départ celle où on a commencé à utiliser le mot nanomatériaux. En fait, évidemment, on avait commencé bien avant. Je crois qu'il y a deux raisons essentielles pour lesquelles on fait des nanomatériaux. La première, que je ne vais pas beaucoup commenter aujourd'hui, qui est de répondre aux besoins des nanotechnologies. Donc, les besoins des nanotechnologies, c'est principalement l'électronique. C'est toujours plus de transistors par unité de surface. Ça donne l'idée de faire en sorte que finalement chaque molécule puisse devenir, ou chaque atome à la limite, puisse devenir un transistor. Ici, on a l'exemple d'une molécule de fullerène, c'est C60, ces fameuses molécules en forme de ballon de football, qui peuvent être adressées au sens électronique du terme individuellement, et on peut faire la même chose avec des nanotubes de carbone qui peuvent être transformés en transistors élémentaires de toute petite dimension. Mais, à mon avis, si on fait des nanomatériaux, c'est surtout parce que c'est intéressant de le faire. Et parce que la physique, toute la physique des solides, et là aussi j'utilise le mot physique au sens large, a fourni au cours du XXe siècle un cadre qu'on peut considérer maintenant comme complet, je crois, pour la compréhension des propriétés des solides. Et cette physique-là nous indique que aux petites échelles, en dessous du nanomètre ou en dessous de nanomètre, eh bien, les propriétés de la matière souvent changent. Alors, ce ne sont pas les lois de la physique qui changent, mais c'est le fait que certaines lois deviennent prépondérantes par rapport à d'autres. Je vais en donner quelques exemples. Donc, dans ma définition, ce que j'avais appelé un solide nanostructuré, c'est un solide non homogène, c'est-à-dire hétérogène, avec des échelles caractéristiques comprises entre 1 et 100 nanomètres. Et des exemples, on peut en trouver pour tout type de propriétés, pour les propriétés optiques, pour les propriétés électriques, magnétiques, thermiques, mécaniques, et pour la réactivité chimique. Et on peut s'amuser à dresser un tableau de la sorte, dans lequel, pour chaque type de propriété, eh bien, on trouve des longueurs caractéristiques dont la physique nous dit, eh bien, en dessous de telle ou telle dimension, il va se passer des choses intéressantes, il va y avoir du changement. Alors ça peut être quoi? Eh bien, en optique, c'est la longueur d'onde de la lumière, on l'a vu avec le papillon. Tous ces effets de diffraction et d'interférence n'existeraient pas si l'aile de papillon était structurée à l'échelle de 10 microns au lieu de l'être à l'échelle de 100 nanomètres. Ça peut être ce qu'on appelle l'épaisseur de peau dans les métaux, qui gouverne la plupart des propriétés optiques des métaux. Le diamètre d'exciton, je vais revenir là-dessus dans les semi-conducteurs. En ce qui concerne les propriétés électriques, ça peut être par exemple le libre parcours moyen d'électrons dans les solides. Propriétés magnétiques, la taille des domaines ferromagnétiques. Propriétés thermiques, ce qui conditionne les propriétés thermiques des matériaux d'isolation thermique, c'est le libre parcours moyen des molécules dans l'air. Or, toutes ces échelles-là, toutes les longueurs caractéristiques qui sont là sont nano. Longueur d'onde, c'est entre 300 et 800 nanomètres. L'épaisseur de peau dans les métaux, c'est de l'ordre de la vingtaine ou trentaine de nanomètres. Le diamètre d'exciton, ça peut varier entre 5 et 50 nanomètres. Libre parcours moyen d'électrons dans les solides, c'est de l'ordre de 40 angstrom ou nanomètres. Enfin, peu importe, on est dans le domaine nanométrique. Taille des domaines ferromagnétiques également. Libre parcours moyen des molécules dans l'air, c'est 70 ou 60 nanomètres. Donc, si on a compris la physique des solides, eh bien, on comprend qu'il va être intéressant de structurer des matériaux à ces échelles-là pour chacune de ces propriétés. Et puis, on a compris au passage, en observant les matériaux naturels,
que la mécanique constitue un exemple un petit peu à part parce qu'il n'y a pas de dimension caractéristique. Alors en cherchant bien, on peut trouver des contre-exemples à ce que je dis, mais en gros, il n'y a pas d'échelle caractéristique pour la mécanique. Tout se passe un peu comme si toutes les échelles étaient bonnes à prendre. Et puis un autre domaine, c'est celui de la réactivité chimique, de la catalyse par exemple, où il n'y a pas non plus de longueur caractéristique, mais où en gros, plus c'est petit, mieux c'est. Donc nano, c'est bien. Et je vais commenter certains de ces cas, pas tous évidemment, pour ne pas abuser de votre temps. Donc propriété optique, une notion très importante en optique des matériaux hétérogènes, c'est que si on s'intéresse à un matériau formé de deux phases, par exemple des petites billes incluses dans une matrice, en bleu plus foncé ici, chacune caractérisée par des indices optiques N1, K1, N2, K2, et dont les dimensions sont plus petites que la longueur d'onde de la lumière, c'est ça le point important. Donc ça nous amène nécessairement dans le domaine sub-longueur d'onde, centaines de nanomètres maximum. Eh bien, on peut calculer, par des formules un peu compliquées, peu importe, que ce matériau hétérogène, sous ces conditions-là, se comporte comme un matériau homogène qui aurait un nouvel indice optique N3, K3. Et on sait calculer N3 et K3 en fonction de N2, K2, N1, K1. C'est ce qu'on appelle la théorie du milieu effectif. Et ça, c'est très puissant parce que, par exemple, ça nous dit que si on prend une structure faite d'air et puis d'un matériau optique standard qui est la silice, mais organisée à l'échelle sub-longueur d'onde, ici la dimension de ces reliefs, c'est une couche qui a été structurée de silice, la dimension, vous voyez, est de l'ordre de 200 nanomètres, eh bien ceci va se comporter, si on utilise la formule dont j'ai parlé, comme un milieu effectif d'indice optique n égale 1,25. C'est extrêmement intéressant parce qu'il n'existe pas de matériau d'indice optique n égale 1,25. Le plus petit matériau, le plus petit indice optique pour un matériau, c'est 1,30 environ. Et ça peut être utile, par exemple, pour faire des vitrages anti-reflets. Parce que pour éviter les reflets, parce que le reflet sur une vitre, eh bien, c'est principalement la différence d'indice entre le matériau dont est fait la vitre, le verre, et l'air. Si on met un milieu d'indice inférieur, si on intercale un milieu d'indice inférieur, on va diminuer les reflets, et c'est ce qu'on voit sur cette réalisation. On a un vitrage anti-reflet. Donc le lampadaire est à l'intérieur, de toute façon, c'est pour ça qu'on le voit sur les deux images. Il n'est pas à l'extérieur, mais vous voyez que le reflet de l'immeuble, ici, on voit les fenêtres, eh bien, disparaît complètement si on enduit ce vitrage d'une couche texturée de cette façon-là. Et la dimension caractéristique, on l'a dit, c'est 300 nanomètres. Toujours dans le domaine de l'optique, il y a les nanomatériaux métalliques que l'on peut disperser dans du verre. On obtient ainsi ce genre d'objet qui se présente comme un objet transparent et rouge. On est surpris d'apprendre que c'est fait avec du cuivre, parce qu'il n'y a rien de transparent ni de rouge dans le cuivre. Et ce sont des nanoparticules de cuivre de diamètre 15 à 20 nanomètres environ, qui sont dispersées dans le verre. Mais si on applique cette formule à laquelle je fais allusion, eh bien on se rend compte que du cuivre dans du verre, ça donne un indice optique qui explique ce comportement. Dimension caractéristique, 10 nanomètres. L'épaisseur de peau, c'est intéressant de jouer avec parce que ça nous dit qu'en dessous d'une certaine épaisseur, une couche de métal va laisser passer la lumière. Et cette épaisseur-là, elle est définie par ce qu'on appelle l'épaisseur de peau, donc c'est les équations de Maxwell qui nous la donnent. Et si l'épaisseur du matériau est inférieure à celle-ci, il laisse passer au moins partiellement la lumière. C'est comme ça que sont réalisés les vitrages de la plupart des immeubles de bureaux et de plus en plus des immeubles d'habitation. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça reste un vitrage, donc on veut voir au travers, donc il faut que ce soit inférieur à 10 nanomètres ou à 20 nanomètres. Mais d'autre part, il faut que ça puisse réfléchir l'infrarouge pour des questions de confort thermique à l'intérieur de l'habitat. Et il se trouve que l'épaisseur de peau dans l'infrarouge est plus faible que dans le visible. Autrement dit, dans l'infrarouge, on ne sera pas encore transparent là où on est déjà transparent dans le domaine visible. Donc c'est extrêmement utile et la dimension caractéristique, c'est l'épaisseur de peau, c'est 25 nanomètres en gros. Dans les semi-conducteurs, il y a un phénomène, ou plus exactement une réalisation
qu'on appelle l'exciton. Donc c'est la formation d'une paire électrons et trous, l'électron ayant été expulsé de son niveau d'énergie préférentielle. Il laisse derrière lui une lacune, une vacance, qui est évidemment chargée positivement, contrairement à l'électron, et tout ça forme un système analogue à un petit atome d'hydrogène. On peut calculer un rayon de Bohr équivalent pour ce petit atome d'hydrogène, équivalent d'atome d'hydrogène. On peut calculer une énergie pour l'énergie d'excitation, et on trouve que l'énergie d'excitation tombe dans le domaine, la plupart du temps, du visible, parce que le rayon de Bohr est de l'ordre de 20 nanomètres environ. Alors ça, c'est ce qui donne la couleur de la plupart des semi-conducteurs. Se pose évidemment une question, c'est que si ce morceau de solide se situe à l'intérieur d'une particule plus petite que le rayon de Bohr, il va y avoir un petit problème, parce que le petit atome hydrogénoïde ici va pas être à son aise. Il va être confiné, et donc ça va augmenter l'énergie d'excitation. Et augmentant l'énergie d'excitation, comme c'est l'énergie d'excitation qui donne la couleur, eh bien on va avoir des couleurs différentes pour des particules de taille différente. Donc c'est représenté sur ce spectre d'absorption, où on voit le maximum d'absorption qui définit le seuil, qui lui-même définit la couleur du matériau. Et quand la taille de la particule décroît, eh bien on arrive à des énergies, décroît dans ce sens-là, on arrive à des énergies de plus en plus importantes, donc des longueurs d'onde de plus en plus petites, et c'est ce qui cause le changement de couleur. Ce qu'on a sous les yeux ici, c'est l'énure de cadmium. C'est pas du tout, c'est encore une autre origine de la couleur, un autre effet de couleur. C'est une couleur complètement physique, c'est même une couleur de physique quantique, on pourrait dire. Tout ça, c'est bien du séléniure de cadmium, de même pureté, de même stoichiométrie, il n'y a pas de problème. Simplement, les poudres sont de tailles différentes. Et la dimension caractéristique, c'est celle de l'exciton, environ 20 nanomètres. Alors maintenant, la thermique. En thermique, je disais, la longueur caractéristique, si on s'intéresse à des problèmes d'isolation thermique, c'est le libre parcours moyen des molécules dans l'air. Et ce libre parcours moyen, il est de 70 nanomètres pour de l'air à pression atmosphérique. La conductivité thermique dans un gaz, elle est due aux collisions entre les molécules. Donc on comprend que si l'air est interrompu de temps en temps par un solide, du coup un solide très, très poreux, eh bien, le transfert ne se fait plus entre molécules d'air, et donc la conductivité thermique va baisser. C'est comme ça que c'est sur ce principe-là que sont réalisés ce qu'on appelle des superisolants, comme par exemple les aérogels de silice, que l'on voit ici pris en microscope électronique, avec des dimensions, vous le voyez, qui sont de quelques dizaines de nanomètres, et ça donne un solide extrêmement léger, parce qu'il est extrêmement poreux, il a une densité de 0,1 environ, ou même inférieur à 0,1, presque translucide, et extrêmement isolant, qui est 30 fois plus isolant que la laine de verre ou que les principaux isolants, enfin que les isolants qui sont utilisés habituellement dans l'habitat. Alors pourquoi on n'utilise pas ça alors qu'on en aurait bien besoin? Parce que ça coûte très cher à produire, et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des procédés nouveaux pour fabriquer à moindre coût ces produits-là, ou des produits analogues. La dimension caractéristique, 70 nanomètres. Il y aurait peut-être eu une voie biomimétique pour arriver à ça, c'est d'observer le duvet des oiseaux. À ma connaissance, personne ne s'est intéressé à ce problème, mais je ne serais pas étonné que le duvet, qui est lui-même fait de toutes petites plumes comportant des petites fibres en bifurcation, soit de l'ordre de la centaine de nanomètres ou quelques dizaines de nanomètres. Je pense que c'est un problème ouvert. Et puis, la mécanique. Alors la mécanique, j'en ai déjà parlé. Je représente ici ce trombus gigas. On a compris que c'est la notion à la fois de composite et de multi-échelle qui est importante. On a vu que le composite industriel, c'est un peu la préhistoire du composite finalement. On a introduit la notion de renfort, mais on n'a pas introduit la notion de multi-échelle. Donc ça, beaucoup de scientifiques s'attachent à y travailler. Par exemple, j'avais montré l'exemple des nano-argiles, mais il y a également des nanotubes de carbone qui peuvent être utilisés pour renforcer à toute petite échelle les polymères.
Et puis je termine avec la réactivité chimique. Je disais, plus c'est petit, mieux c'est. Et je présente un exemple pris une nouvelle fois dans le domaine des vitrages. Mais ici, il s'agit des vitrages auto-nettoyants, où on a des molécules d'oxyde de titane photocatalytique. Alors pourquoi est-ce que plus c'est petit, mieux ça vaut? Parce que la catalyse et tous les effets de réactivité de surface ont une intensité qui est proportionnelle à la surface. Et donc si on optimise le rapport surface sur volume, on gagne à quantité de matière équivalente. Et la façon évidemment d'optimiser le rapport surface sur volume, c'est d'aller vers les petites tailles, d'où ces oxydes de titane nanométriques qui permettent de transformer un vitrage normal en vitrage auto-nettoyant. Voilà, donc en conclusion de cette partie sur les nanomatériaux, je dirais qu'il y a évidemment une émergence d'une nanoscience des matériaux ou d'une science des nanomatériaux, je ne sais pas exactement comment il faut le dire, enfin les deux existent. Dans les revues spécialisées sciences des matériaux, 80% environ, estimé vraiment à la louche, concernent les nanomatériaux. D'une part, ça répond aux demandes des nanotechnologies, mais j'en ai pas parlé aujourd'hui. D'autre part, on peut considérer que c'est au moins en partie inspiré par les matériaux du vivant et que c'est fondé sur les connaissances fondamentales en physique et en chimie des solides qui ont été accumulées au cours du XXe siècle. Donc les chimistes sont, par leur attention, par l'attention qu'ils portent aux matériaux naturels, en partie, sont confrontés à ces nanomatériaux. Ils sont également confrontés à la chimie douce, parce que pour fabriquer des matériaux industriels en général, je parle des matériaux inorganiques, il faut passer par des hautes températures. Pour les métaux, il faut monter au minimum à plusieurs centaines de degrés. Pour faire du verre, il faut monter à 1500 degrés. Pour faire de la silice, il faut monter à 2000 degrés. Évidemment, la nature ne procède pas comme ça. Il n'y a pas les sources de chaleur nécessaires sur la planète. Et donc, la nature procède par ce qu'on a appelé, grâce à Jacques Livage, la chimie douce. Et ça a donné aux chimistes des idées pour faire la même chose. Et c'est comme ça que la voie sol-gel a été inventée. C'est une élaboration de silice dans l'eau à température ambiante, au lieu de 2000 degrés dans les fours. Au lieu de partir de sable, on part de molécules issues de la chimie fine, qui sont des silanes, une fonction organique et 3 fonctions minérales. Ces fonctions, bon, sans aller dans le détail, ces molécules sont hydrolysées, puis une fois qu'elles sont hydrolysées, les molécules qui au départ étaient individuelles ont tendance à s'assembler par condensation en formant une molécule d'eau, et c'est comme ça qu'on forme un réseau de liaisons silicium, oxygène, silicium, qui in fine, donne le matériau. Donc c'est ce qu'on appelle la chimie douce. Une autre dimension que l'on souhaite apporter aux matériaux, c'est le caractère adaptatif. On a vu que c'était une des prérogatives, une des caractéristiques des matériaux naturels, matériaux adaptatifs. Exemple, les verres photochromes, c'est par essence que je vous montre, ça existe depuis au moins 30 ou 40 ans. Mais le principe est bien là, c'est un matériau qui va, sous l'effet d'un stimulus, ici le rayonnement ultraviolet, commuter entre 2 états différents, un état transparent et un état foncé. Et puis, il y a ce rêve de l'autonomie poussée jusqu'à l'autoréparation et, si possible, jusqu'à l'autofabrication. Donc le béton autoréparant, qui est une invention relativement récente, je ne sais pas si elle est vouée à un grand succès, mais en tout cas, dans son principe, répond tout à fait à cette question-là. Donc le béton autoréparant, c'est un béton classique pour l'essentiel, c'est-à-dire du sable, du ciment, de l'eau, du gravier, des adjuvants, comme dans le béton ordinaire, mais dans lesquels on ajoute des bactéries. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater qu'on ajoute des ingrédients qui sont issus du monde du vivant pour obtenir ça. Et ces bactéries ont la caractéristique de produire du calcaire et des nutriments qui la nourrissent, ces bactéries. Donc, lors de la phase de solidification, des microfissures se créent dans le béton, et c'est ces fissures-là, évidemment, qu'on souhaite réparer. Et bien, au fil du temps, l'eau s'y infiltre,
agrandit les brèches, et du coup, ça réveille les bactéries qui commencent à fabriquer du calcaire, un peu comme les protéines de l'ormeau fabriquent le carbonate de calcium, sous forme aragonite cette fois-ci, de l'ormeau. Et ce qui bouche les fissures apparues à l'intérieur du béton. Donc encore une fois, je ne sais pas si ça aura un gros succès industriel, mais au moins sur le plan de la démonstration de faisabilité, on peut considérer que ça existe. Il y a également une notion dont je n'ai pas parlé ou pas parlé explicitement jusqu'à présent, qui est que dans le matériau naturel, dans le matériau du vivant, le matériau constitue son propre réacteur. C'est lui qui se fabrique et qui se transforme lui-même. Il y a des exemples de ça dans les matériaux de laboratoire ou dans les matériaux industriels, ce sont les vitrocéramiques. Les vitrocéramiques, vous en avez certainement chez vous, c'est ce qui forme les plaques de cuisson dans les cuisines. Et ce sont c'est ni du verre, ni des cristaux, ni des polycristaux. C'est un matériau qui a été verre dans ses origines, dans son histoire. Donc un verre, c'est un solide homogène, amorphe, il n'y a pas du tout de cristallisation, mais qui, grâce à un traitement thermique approprié, révèle la nucléation de nanocristaux qui peuvent devenir plus gros si on laisse le temps. Et on peut dire de cette façon-là que le matériau constitue son propre réacteur, puisqu'il a au départ une certaine forme, qui est celle de verre, et puis il a tous les ingrédients, finalement, toute la chimie préparée, qui fait que, sous l'influence du traitement thermique, ces nanocristaux vont se former et se développer. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont nanos, ceux-ci ? C'est principalement pour que ce soit transparent, puisqu'à cette échelle-là, la lumière ne va pas être diffractée. Et puis, il y a cette grande question de l'autofabrication, donc probablement la plus difficile à résoudre. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'aborder ? Alors, on l'aborde avec des notions d'auto-organisation, ou en tout cas d'auto-assemblage. La nuance que je fais entre l'auto-assemblage et l'auto-organisation est représentée ici. L'auto-organisation, c'est vraiment l'aile de papillon, qui, à partir de rien, se fabrique elle-même et donne naissance à ses structures. L'auto-organisation, c'est on part de briques préexistantes. Je présente à nouveau ces latex qui donnent la couleur de papillons artificiels et qu'on assemble les unes par rapport aux autres, ce qui permet de gagner en dimension. On part de petits objets, ici centaines ou 200 nanomètres, et puis en les juxtaposant, on fabrique un objet plus grand. En même temps qu'on apporte une forme. Donc il y a deux notions. Il y a la notion de multi-échelle et il y a la notion de morphogénèse qui est sous-jacente. Alors comment aborde-t-on ça aujourd'hui ? Je montre 2 ou 3 exemples. Le premier est inspiré des sol-gels et c'est ce qu'on appelle la silice mésoporeuse. Donc vous vous souvenez, ces sol-gels, c'est de la silice qui se fabrique dans l'eau. Si on réussit à structurer l'eau géométriquement, eh bien, on conçoit qu'en utilisant ce principe, on va pouvoir obtenir des solides eux-mêmes structurés. Or, on sait structurer l'eau. On sait faire ça. Un bon exemple, c'est les mousses, mais on sait le faire à des échelles très bien maîtrisées et suivant des architectures très bien maîtrisées également. Si, par exemple, on mélange, on procède à un mélange triphasique avec de l'eau, de l'huile et puis des tensioactifs, tensioactifs, c'est du savon, et bien, suivant le domaine dans lequel on se trouve, dans ce diagramme de phase, on va avoir des lamelles, on va avoir des petites sphères isolées, ou on va avoir, par exemple, des cylindres qui vont s'assembler sous la forme d'un réseau hexagonal 2 dimensions. Ça, c'était connu en phase liquide depuis longtemps. Si on fait ça en présence de précurseurs de silice, eh bien, on va obtenir des solides structurés de la même façon. On en a un exemple ici, l'échelle c'est 100 nanomètres, et on a ici un morceau de matière qui est de la silice, chimiquement c'est de la silice, simplement la structure est très particulière puisque ce sont des pores, et c'est mieux représenté ici sur le dessin à droite, ce sont des pores organisés de façon hexagonale dans une matrice de silice. Donc on a franchi une étape, c'est-à-dire on a franchi un ordre de grandeur, on a même fait mieux que ça, on est passé des tensioactifs qui au départ font une dizaine d'angstroms de dimension
pour arriver à un solide qui est structuré à l'échelle de la centaine de nanomètres. On a au moins 2 ou 3 ordres de grandeur. On peut faire encore mieux, et ça a été découvert par hasard dans les fonds de Becher, chez les chimistes qui faisaient ça. On a effectivement de la morphogénèse, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un cristal liquide finalement, et dans les cristaux liquides, on sait qu'on peut induire des formes variées grâce à des défauts de type dislocation ou autre, enfin peu importe, et que autour de ces défauts, le matériau s'organise, s'enroule en particulier. Et donc on est capable, mais d'une façon qui n'est pas encore maîtrisée jusqu'à présent, de fabriquer de la silice mésoporeuse sous ces différentes formes-là, différentes formes d'anneaux, de colimaçons ou autres. Alors ça ne sert à rien, tout ça, je vous rassure tout de suite, mais ça illustre le principe et ça montre qu'il y a des voies qui permettent d'espérer résoudre ces problèmes d'auto-organisation et de morphogénèse. On peut jouer avec des polymères. Il y a ici une chaîne de polymères, je ne prends pas le temps d'entrer dans le détail, mais qui présente des extrémités très différentes sur le plan chimique. Et c'est bien que quand elles vont s'assembler, à la base, elles vont avoir tendance à se rapprocher, à s'agglomérer, alors qu'au contraire, à l'autre extrémité, ils vont avoir tendance à se repousser. Et ça forme comme ça des espèces de bouquets de fleurs. Donc, encore une fois, on a franchi des échelles. Partant d'une molécule de quelques dizaines d'angstroms de longueur, on arrive à un objet qui fait plusieurs dizaines d'angstroms de dimension. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire aussi avec des objets naturels, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à utiliser les briques de la nature. L'ADN en particulier, que l'on maîtrise maintenant parfaitement, qu'on est capable de modifier exactement à volonté, eh bien, on peut s'arranger pour que les molécules s'auto-assemblent sous forme de réseaux réguliers, comme celui-là, ou bien s'assemblent avec des briques inorganiques, ici un nanotube de carbone, décoré par un brin d'ADN, et il y a un mouvement très, très profond en chimie, physico-chimie du solide, qui va dans l'assemblage d'objets, l'auto-assemblage d'objets dont certains sont issus de la nature. Alors évidemment, on sent bien que ce qui manque encore dans tout ça, c'est la recette built-in, la recette intégrée, c'est-à-dire le génome. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui peut se résoudre. On peut utiliser le génie génétique pour faire des matériaux. L'exemple que je donne, c'est celui de production de fils d'araignée par voie laitière à faible coût, qui a été un temps l'apanage d'une société canadienne qui s'appelle Nexia, qui a été capable de modifier génétiquement des chèvres de façon à ce que leur lait contienne des protéines tout à fait analogues aux protéines des soies d'araignée. Et si bien qu'en fibrant ce lait, alors par des procédés que j'ignore, on peut reconstituer des fils, ça s'appelle biostyle, ultra résistante, puisqu'il se trouve que le fil d'araignée, c'est la fibre la plus résistante qu'on connaisse. Donc là, c'est vraiment aller jusqu'au degré ultime en ce qui concerne l'imitation du vivant. C'est même plus l'imitation, c'est l'utilisation du vivant pour produire des matériaux. Donc, aux dernières nouvelles, je suis allé voir sur Internet, Nexia n'existe plus, ils ont tenu le coup une dizaine ou une douzaine d'années, mais ils n'ont pas été capables de maintenir leurs capitaux à flot. Il y a un prof américain de l'université de l'Utah qui a repris le flambeau et qui continue à fabriquer du fil d'araignée par voie laitière à faible coût. J'aime bien le slogan. Voilà, donc j'en arrive à mes conclusions. Conclusion, c'est que finalement, la démarche biomimétique, c'est deux choses. C'est la nature comme source d'inspiration et puis la nature qui nous donne des idées pour faire de la nouvelle chimie, donc un modèle à challenger. En lui empruntant des structures, des concepts, en les reproduisant à l'aide de nos recettes, y compris celles des nanomatériaux, en s'autorisant à utiliser éventuellement ses propres recettes ou ses propres briques de base, comme l'ADN, et peut-être un jour en utilisant son livre de recettes, c'est-à-dire le génome. Voilà, je vous remercie beaucoup.